J'écris pour être deux. Oui. C'est une des phrases qu'on trouve au début de notre corps de métier, dans lequel on va parler d'un personnage. Mais je crois que c'est. Oui. Mais ça, je crois que c'est vrai pour toute écriture, c'est pas vrai uniquement pour l'écriture romanesque. Dès qu'on se met à écrire, il y a un phénomène de dédoublement qui s'opère, c'est-à-dire qu'il y a celui qui écrit, et puis le premier lecteur qui découvre ce que lui-même finalement a écrit. C'est basé sur cette idée que on en écrit toujours plus qu'on en sait. On pourrait même dire ça de la parole, on en dit toujours plus qu'on en sait. C'est d'ailleurs, je crois, un des ressorts de la psychanalyse. Si je suis bien informé. Et donc, quiconque, par exemple, écrit une lettre, je ne sais pas, à quelqu'un, un être aimé ou un être détesté, commence avec une simple idée qui pourrait prendre 3 lignes. Mais au fur et à mesure de l'écriture, la pensée se développe et elle suit un peu le sillage des mots. C'est les mots qui propulsent la pensée et dès lors, quand on a écrit cette lettre, on la relit, on ne s'imaginait pas avant de l'écrire qu'on allait écrire tout ça. On en a écrit donc beaucoup plus que ce qu'on avait pensé au départ. Et donc écrire, c'est se reconnaître un peu comme un autre. Donc j'écris un peu pour connaître la suite, pour connaître la fin en fait. Je sais jamais comment un livre va se terminer. Sinon je l'écrirais sans doute pas. Hein. Et donc c'est ça ce phénomène de dédoublement qui est à l'œuvre dans l'écriture. Voilà. Voilà. Les histoires d'amour finissent mal en général, c'est tout ce qu'on sait. Mais dans mes livres, je remarque effectivement que plusieurs choses, mais le couple apparaît toujours de manière sous-jacente, pas comme un thème fondamental de ce que j'ai écrit, mais il y a toujours quand même des histoires de couple, mais qui sont vécues, je crois quand même, comme des impossibilités, comme des choses avortées. Par exemple, la première fois que je parle du couple dans l'ordre du jour, mon premier roman, en fait, le narrateur, on se rend compte qu'il a un enfant, il va le chercher à l'école, tout ça, et puis on se demande où est la femme. Et alors ici, je liquide l'affaire en 5 lignes. Sa mère et moi, nous vivions séparés. Nous avions pris nos distances chaque jour un peu plus, sans en parler, pour ne pas avoir à le faire brutalement. Quand je te vois, j'ai envie de regarder la télé, m'avait-elle dit. Et comme elle trouvait qu'il y avait mieux à faire, que le temps était trop rare pour le passer devant la télé, on s'était quittés et dans le même mouvement, on avait donné notre télévision à des amis. Là où ça culmine, ce thème, c'est quand même dans La Compagnie des eaux, où le personnage principal tombe amoureux de femmes enceintes. Et donc là, par définition, ce n'est pas possible Pardon ? Enceinte d'un autre. Oui, voilà, ça c'est enceinte d'un autre. Donc la place est déjà prise. Et donc il n'y a pas de possibilité. Mais parfois, ça peut quand même fonctionner. Et alors, ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'est la question un peu du trio, donc qui est une variation sur le couple. Mais le trio, parce que tomber amoureux d'une femme enceinte, c'est avoir affaire à un trio, à un double titre, puisque la femme a en principe quelqu'un qui est le géniteur de cet enfant aussi, quand même. Donc il passe la nuit dans les bras d'une femme enceinte, et puis alors... Au fond, telle était sa véritable place, blottie dans les bras d'une femme enceinte. Étrange trio dont un protagoniste est à la fois présent et absent, comme dans ces relations triangulaires chères à la littérature universelle, où les 3 partenaires coexistent malgré les apparences, dans un parfait équilibre, même si l'un d'eux est contraint de temps en temps à passer dans un placard
quelques heures douloureuses. C'est que le triangle amoureux n'est rien d'autre que la somme de deux duos qui tout à la fois s'excluent et coexistent. Au centre, un personnage jouant sa propre doublure se partage entre les deux autres sous la forme d'un grand écart. Rien de tel entre Valère, Héléna et le fœtus, ni placard, ni scène de ménage, ni laissé pour compte. Au contraire, on eût dit que quelque chose passait entre eux à la manière d'un flux circulaire qui dispense ou souffle l'énergie au point qu'il relie. Voilà, c'est l'idée du cercle et de la fusion plutôt que du triangle dans ce cas-ci. Oui, là ici, donc le bébé, le fœtus, c'est la condition du désir. Oui. Tandis que la télévision, c'est l'obstacle, Oui. le chien, c'est l'obstacle, et l'enfant, si on pense au voyage de Lucas, c'est un peu l'obstacle aussi. Mais disons que dans le voyage de Lucas, c'est plutôt la question de l'enfermement, en fait, l'idée de cellule familiale, cellule, donc comme presque une prison. C'est-à-dire, c'est un couple plus un bébé qui voyage donc en Amérique pendant 7 mois dans un camping-car, et donc ils sont là, prises les uns avec les autres, 24 heures sur 24, et donc c'est quasi impossible en fait comme expérience. Et c'est peut-être ça dont tu parles, cette idée qu'à un moment donné on étouffe quoi, dans cette... D'autant plus sensible que c'est dans des grands espaces. Oui, voilà. Il y a ce côté fermé de la cellule familiale qui se déploie dans l'immensité américaine, Vancouver, toutes ces villes du Pacifique, la nature à l'infini, etc. Dans la place du mort, il y a quelque chose d'assez étrange, puisque donc c'est un voyage en voiture où le père est aphasique, le fils conduit la voiture et il suit les indications du père. C'est un voyage qui dure, je crois, 11 jours. Le fils ne sait pas du tout où ils vont aller, il est prêt à tout, et c'est le père qui, à travers une sorte de langage, l'origine comme ça, les cartes ou les signes montrent vers où il veut aller. Mais alors, il se fait que on apprend insidieusement que le narrateur, donc le fils, est amoureux d'une femme avec qui il communique pendant ce voyage par téléphone, il lui téléphone, et cette femme est doubleuse de cinéma, enfin dans les films, doubleuse de films, donc c'est-à-dire qu'elle prête sa voix à d'autres voix, elle substitue sa propre voix à celle des comédiens qui ont joué les rôles en langue originale. Et donc, il y a là aussi quelque chose sur le couple, mais qui est complètement à l'arrière-plan du livre, enfin, à l'arrière-plan du récit plutôt. Le père et le fils communiquent dans une langue qui est justement... enfin, dans un langage qui n'est justement pas celui de la langue, et donc ils sont obligés de s'inventer leur propre langue. Et à un moment donné, il y a le narrateur qui pense, des tas de choses, pense justement à la relation amoureuse, la relation de couple, et ce qui l'intéresse, ça moi j'y crois personnellement beaucoup, que finalement dans l'amour, la langue n'est pas celle des mots, c'est ce qu'on appellerait de manière générale la connivence. Et la connivence, ça veut dire en latin, connivere, ça veut dire cligner de l'œil. Et donc c'est l'entente tacite. Et donc les gens vraiment amoureux, ils ont besoin de rien pour se sentir, même s'ils sont avec d'autres, et un clignement de l'œil suffit pour qu'ils s'accordent. Et donc ils pensent à tout ça. Et alors il y a ceci qui résume un peu cette idée, c'est cette communication dans le sommeil, donc le couple dans le sommeil, les corps endormis. Les corps endormis entretiennent d'insondables connexions.
sans qu'une quelconque volonté en ait décidé. Ensemble, ils se remuent, se rapprochent ou s'éloignent, se touchent ou s'écartent, s'entrecroisent. Bref, ils se parlent à leur manière. Une main saisit l'autre main, une jambe croise l'autre jambe, une tête se réfugie au creux d'une épaule. Peut-être les cœurs battent-ils en mesure, les odeurs, qui sait, le sang même, s'imprègnent, se mélangent, font ensemble ce voyage de la nuit où les corps lentement chassent les relents du jour pour se parer de la langueur odorante du sommeil. C'est ça le langage des corps endormis, d'où viennent les gestes du sommeil mus par la chaleur de l'autre, comme attirés par un aimant. Dans aimant, il y a aimé. Au fond, les aimants ne sont que les vestiges fossilisés de l'amour. L'amour, c'est le contraire de la socialité. Bon, alors quelques mots sur le livre que tu vas faire paraître bientôt sur Henri Michaud. Oui, c'est un recueil de lettres, donc correspondance de Michaud à diverses personnes. Et le fil rouge de cette correspondance, c'est le refus. Donc ce sont des lettres de refus qu'il a envoyées pour toutes sortes de raisons. Refus qu'on réédite ses livres, refus de traduction, refus qu'on adapte ses textes au théâtre, chose qu'on sait peu en réalité. Tout ce qui est possible de refuser. Donc c'est une espèce de philosophie du non qui se dégage de ces lettres. En même temps, je trouve que c'est une posture qui est vraiment à l'opposé de celle qu'adoptent aujourd'hui la plupart des écrivains et des artistes qui n'ont de cesse que de courir derrière les médias, derrière les honneurs, les prix. On le voit par exemple maintenant à la rentrée littéraire ici en France. Et donc Michaud, c'est un exemple, je crois, quasi unique en fait, où le refus est vraiment une sorte de constant dans tout son rapport au monde. Il y a une centaine de lettres, et ce qui est intéressant, c'est que ces lettres sont très belles. Il y a une force comme ça dans l'écriture et dans le propos. Elles sont toutes différentes, donc il a vraiment pris du temps pour répondre. Enfin, je ne sais pas s'il a répondu à tout le monde, parce que j'ai aussi en annexe, parce qu'il y a encore une cinquantaine de lettres de refus de son secrétaire, mais celles-là c'est moins intéressant parce qu'elles sont un peu répétitives. Monsieur Henri Michaud me prie de vous dire qu'il a bien reçu votre lettre, mais qu'il ne peut pas, etc., participer à votre colloque. Oui, il refuse aussi les colloques sur lui, les numéros spéciaux sur lui, les numéros de la NRF ou d'autres revues, aussi les photos, c'est absolument incroyable. Il refuse, là il en fait des crises absolument époustouflantes, d'être pris en photo, bien qu'il l'ait quand même été. Il y a quelques photos de lui, mais il refuse que ces photos soient publiées, donc il fait la chasse à toutes les publications qui voudraient épingler sa photo, et parfois ça prend des proportions quasi paranoïaques. Il y a des correspondances absolument dingues, même sur son nombre, où il ne veut pas qu'on publie son nombre. Voilà, donc j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça, parce que je me suis dit, au fond, il y a une humilité, un courage aussi qu'on n'a plus aujourd'hui, qui était le sien.